Coucou tout le monde! Bienvenue, chers âmes éclairées et inspirées, dans cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités pour une nouvelle traversée vibratoire, un cercle de conscience où nous allons explorer ensemble les voies, les mémoires et les cadeaux de l'âme. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et votre animatrice. Nous ouvrons un espace sacré, un sanctuaire de parole et de silence où chaque invité céleste vient déposer une étincelle de vérité. Nous ne sommes pas ici pour convaincre ni pour expliquer, mais pour ressentir. Ressentir la terre qui respire, ressentir l'humanité qui se transforme, ressentir nos propres cœurs qui s'ouvrent. Et dans cette émission, nous allons accueillir des enseignements, des bénédictions et des visions. Nous allons marcher entre les mots et les silences, entre les mémoires et les présents, entre les étoiles et la terre. À vous, chers auditeurs, nous offrons un voyage vers l'intérieur, le centre et la paix. Car chaque émission est une invitation à se souvenir de qui nous sommes, se souvenir de ce que nous portons et se souvenir que nous ne sommes jamais seuls. Alors installez-vous, respirez, laissez vos pensées se déposer, laissez votre cœur s'ouvrir, laissez vos âmes écouter. L'émission 133 commence maintenant. J'ai un retour à faire sur l'émission de la semaine dernière parce que j'ai eu un échange avec l'âme de Drone Valo Melchizedek. J'ai vécu un moment d'une intensité rare, un échange d'âme. Puis, ce n'était pas seulement une rencontre, c'était une réception lumineuse, un soin euh, de notre structure énergétique en réponse avec mon offrande spirituelle que je lui ai faite à l'émission de la semaine passée. Alors, dans cet espace sacré, mes grilles énergétiques ont été travaillées, ajustées, réharmonisées plus haut, plus fort, plus vibrant. Puis, également, ma fleur de vie s'est élargie, s'est corrigée même une fois de plus, parce que je travaille souvent avec ma fleur de vie depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et puis, bon, alors on a touché à sa structure originelle davantage pour que ça puisse soulever des nouveaux passages de conscience pour pouvoir m'habiter pleinement, souverainement. J'ai vu des géométries sacrées spectaculaires et très lumineuses, comme des architectures vivantes qui ont renforcé mon support d'être et ma stabilité vibratoire. C'était mon premier échange direct avec son âme, bien que ses ouvrages m'avaient déjà activé des codes auparavant. Mais là, ça a été une rencontre surprenante, inattendue. Et dans cette communion, il y a une mémoire ancienne s'est ouverte, une vie lémurienne. Je l'ai vu assis sur un trône et moi, j'étais à ses genoux, comme si je priais en douceur. J'ai compris alors l'effet que j'avais ressenti quand j'ai commencé à le lire lors de mes 20 ans, avec l'ancien secret de la fleur de vie, justement. Puis, ce livre, bon, ben, il avait déjà activé beaucoup de résonance en moi, dans mes profondeurs. Mais cette mémoire-là avait un lien sacré. Et puis, c'est là que je l'ai connu. Puis, ensemble, nous avons participé à une œuvre collective. Oui, parce que ça commence sur soi, mais après ça, ça se multiplie, il y a plus d'âme. Puis là, j'ai apporté plus, ben, multiplié, hein. Alors, ça a été une régénérescence, ben, ou une générescence de la structure de la Terre, avec des milliers d'âmes accompagnés de mon Melchizedek, mais des Melchizedek. Nous avons redressé les fréquences des grilles planétaires, en tout cas à les améliorer un petit peu plus. Les âmes cristallines lémuriennes étaient là, présentes, tissant avec nous une nouvelle harmonie pour la Terre. Ça a fait un rayonnement sur l'ensemble du globe.
En tout cas, ce retour est une célébration, la preuve que les cadeaux spirituels que nous offrons sont reçus, amplifiés et transformés en bénédictions et échanges pour nous et pour le collectif. C'est une invitation à reconnaître que chaque échange d'âme est une renaissance, une réactivation, puis une mémoire retrouvée. C'est ça le cadeau que vous vous offrez à chaque semaine en écoutant notre émission. Retour numéro 2, ben oui, évidemment, plongeons dans la table ronde où je demande à certaines âmes que nous avons déjà reçues dans des émissions précédentes leur vérité concernant les enjeux mondiaux pour la Terre. En tout cas, cette semaine, c'est la thématique. On a fait pour la France, pour le Canada, pour les États-Unis, pour le Québec, pour la Chine, pour l'Ukraine, la Russie, pour le Moyen-Orient. Alors, c'est tout dans les émissions antérieures. Mais lors de la semaine passée, les nouveaux invités se sont comme présentés et je vous avais dit qu'on allait y aller avec Bill Gates parce que c'est une âme bâtisseuse et surtout, l'âme a la conscience du stratège planétaire. Alors, Bill entre dans notre cercle de la table ronde, non pas comme un entrepreneur, mais comme une âme bâtisseuse, une conscience qui a choisi d'incarner la logique, la structure et la stratégie pour servir l'évolution collective. Son regard est celui d'un architecte du monde moderne, mais son âme parle avec une autre profondeur. Bon, je fais une parenthèse parce que Bill Gates m'a déjà beaucoup aidé à développer ma technologie spirituelle et mon réseau énergétique. Puis, d'ailleurs, je me suis aperçue tantôt qu'il continue à surveiller mes codes à distance. Puis, en tout cas, c'est un système énergétique qui est bien installé puis qui roule bien. Alors, je vois sa portée dans mes énergies. Fait que je le remercie. Fin de la parenthèse. Bon, ce que son âme comprend des enjeux mondiaux, ben, la santé planétaire, ça, son âme voit que les crises sanitaires ne sont pas seulement des événements biologiques, mais des révélateurs de nos interdépendances. Elle comprend que la guérison collective passe par la coopération mondiale, la prévention et la solidarité des peuples. Il parle également son âme parle de la technologie comme miroir parce qu'elle reconnaît que la technologie est une extension de la conscience humaine. Elle peut être un outil de libération ou d'asservissement. L'enjeu est de l'utiliser pour connecter les cœurs, éduquer et réparer la Terre, plutôt que diviser ou contrôler. Son âme parle également d'éducation comme une clé et insiste sur l'importance de l'accès universel au savoir. Elle comprend que l'évolution humaine dépend de la capacité de chaque enfant à apprendre, à créer et à imaginer. L'éducation est pour son âme la grille énergétique du futur. Elle parle également des redistributions des ressources, comme si les inégalités sont des fractures du champ collectif. Elle comprend que la richesse matérielle doit être transformée en richesse vibratoire, en investissement pour la Terre et ses habitants, afin que l'abondance circule et ne se bloque pas. On parle de la Terre comme un système vivant. Son âme perçoit la planète comme un organisme complexe où chaque crise climatique, sociale ou économique est un système d'alarme. Elle appelle à une vision systémique où l'on ne traite pas les symptômes isolés, mais où l'on ajuste et réajuste ensemble. Et puis, dans sa dimension d'âme, Bill nous invite à honorer la santé comme un bien collectif, pas comme une marchandise. D'utiliser la technologie comme un outil de conscience, pas comme une arme de pouvoir. D'investir dans l'éducation comme une graine qui nourrit l'avenir. De redistribuer l'abondance pour que chaque être humain ait accès à la dignité. Et de voir la Terre comme un système vivant
et agir en gardien plutôt qu'en exploitant. Greta Thunberg, l'âme de la gardienne des générations futures. Greta entre dans la table ronde avec la force d'une jeunesse qui n'a pas peur de dire la vérité. Son âme ne parle pas en slogan ni en revendication, mais en appel profond à la responsabilité collective. Elle est une gardienne des enfants à venir, une voix de la terre qui refuse d'être ignorée. Elle nous dit, la terre n'est pas une ressource, elle est notre maison, notre mère. Et puis ce que son âme comprend des enjeux mondiaux, que la crise climatique agit comme miroir. Elle voit que le dérèglement climatique est le reflet de notre inconscience collective, de notre incapacité à vivre en harmonie avec la Terre. Son âme comprend également que la crise est une opportunité d'éveil, un appel à échanger nos modes de vie. Elle suggère également d'utiliser la jeunesse comme catalyseur, car elle sait que les jeunes portent une fréquence de vérité qui ne peut être étouffée. Son âme comprend que les enfants et les adolescents sont les messagers de l'avenir et que leur voix doit être entendue comme une alarme sacrée. Elle parle également de la simplicité comme solution. Elle voit que les réponses ne sont pas dans la technologie complexe, mais dans un retour à la simplicité, à la sobriété, à la conscience de chaque geste. Son âme appelle à réduire, à respecter, à rééquilibrer. Elle parle également d'une justice intergénérationnelle. Elle comprend que les voix d'aujourd'hui déterminent la vie des générations futures. Son âme insiste sur la responsabilité morale de ne pas léguer un monde détruit, mais une terre vivante. Elle parle de la terre comme un être blessé. Elle perçoit la terre comme un corps souffrant, épuisé par l'exploitation, les abus de pouvoir et les crimes contre l'humanité. Elle appelle à la réparation vibratoire, à l'écoute des écosystèmes, à la guérison par l'action collective. Et aussi, dans sa dimension d'âme, elle nous invite à écouter les jeunes comme une voix des oracles de vérité, de réduire nos excès et de revenir à une vie simple et consciente, d'agir maintenant sans attendre des solutions extérieures, puis honorer la terre comme une mère vivante, pas comme une ressource, de transmettre aux générations futures un monde où la vie est respectée. Et c'est ainsi que je poursuis avec Robin Williams. Oui, je voulais avoir un point de vue, de l'âme du guérisseur par le rire. Puis Robin entre dans le cercle avec une énergie vive, pétillante, presque électrique. Mais derrière cette intensité, son âme relève une profonde tendresse, une compréhension intime de la souffrance humaine et une mission de guérison par la joie. Son âme nous dit que le rire est une médecine, mais derrière chaque éclat, il y a une vérité qui demande à être vue. Son âme comprend des enjeux mondiaux que la souffrance cachée est importante, qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui portent des douleurs invisibles, masquées par des sourires ou des rôles sociaux. Il comprend que les enjeux mondiaux ne sont pas seulement extérieurs, comme des crises, des conflits, ou même au niveau écologique, mais aussi intérieurs, dans la manière dont nous cachons et gérons nos blessures. Son âme parle de la joie comme une guérison collective. Elle perçoit que le rire, la créativité, l'art sont des antidotes vibratoires à la peur et au désespoir. Son âme comprend que la joie n'est pas une distraction,
mais une fréquence de guérison puissante qui peut transformer les consciences et guérir les cœurs qui ont manqué d'amour. La vulnérabilité comme force. Robin sait que l'humanité a peur de montrer ses failles. Il comprend que la vulnérabilité partagée est une clé pour l'évolution. Reconnaître nos fragilités nous rend plus humains, plus proches, plus solidaires, mais surtout dans une bonne direction pour trouver et appliquer les solutions. Son âme parle également de l'ombre et la lumière comme elle voit que les enjeux mondiaux sont les reflets de notre incapacité à intégrer nos ombres. Elle comprend que la paix ne viendra pas en niant la souffrance, mais en l'accueillant avec compassion, en la transformant par amour. Puis elle parle également de la créativité comme pont. Son âme perçoit que l'âme, l'humour, le jeu sont des langages universels qui dépassent les frontières, les religions, les idéologies. Robin comprend que la créativité est un outil de réconciliation planétaire. Et puis, bon, il nous invite, Robin et son âme, OK, à rire ensemble, non pour fuir, mais pour guérir, d'honorer nos vulnérabilités comme des portes vers la compassion, de créer sans peur, car l'art est un langage de l'âme, d'accueillir nos ombres pour qu'elles deviennent des sources de lumière et partager la joie comme une offrande à la terre et aux générations futures. Robin conclut par l'image que la terre est une scène, nous sommes des acteurs, mais le vrai rôle, c'est celui d'aimer. Il ne parle pas de gloire ni de succès, il parle de guérison par la joie, de solidarité par la vulnérabilité et la créativité comme offrande universelle. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Oui, ça me prenait le pouls de l'âme du compassionné universel. Donc, le Dalai Lama a fait son entrée dans notre table ronde avec une douceur infinie. Son âme ne parle pas en chef religieux, ni en figure politique, mais en gardien de la compassion universelle, en passeur de paix intérieure, en frère de l'humanité. Et il nous dit, la paix du monde commence dans le cœur de chacun. Son âme comprend des enjeux mondiaux que la souffrance humaine comme racine. Elle voit que les crises planétaires, les guerres, la pauvreté, les dérèglements climatiques sont les reflets de la souffrance intérieure non guérie. Et il comprend que la guérison du monde commence par la compassion envers soi-même et envers autrui. Puis que la compassion est une solution universelle. Il perçoit que la compassion n'est pas une émotion, mais une fréquence active, une énergie de guérison qui peut transformer les relations, les sociétés et les nations. Son âme comprend que sans compassion, aucune solution durable n'est possible. Le Dalai Lama parle également de l'interdépendance comme vérité. Il voit que tous les êtres sont reliés. Les enjeux mondiaux ne peuvent être résolus isolément. Chaque action, chaque pensée, chaque choix affecte le tout. Puis son âme insiste sur la responsabilité partagée. Il comprend que la spiritualité comme pratique quotidienne a son effet, que l'éveil n'est pas réservé qu'aux moines ou aux sages, mais qu'il se vit dans les gestes simples comme écouter, sourire, pardonner, respecter la terre, car la spiritualité est pour lui une discipline de chaque instant. Il parle également de la terre comme temple vivant. Son âme perçoit la planète comme un lieu sacré,
un temple où chaque être est invité à pratiquer la compassion. Il appelle à honorer la terre comme une mère, à la protéger avec la même tendresse que nous protégeons un enfant. Puis dans sa dimension d'âme, elle nous invite à pratiquer la compassion à chaque jour, à chaque occasion, envers soi, puis envers les autres. C'est tout un défi pour l'ego. C'est moi qui dis ça, c'est pas lui. Mais il enchaîne en disant que c'est de reconnaître l'interdépendance de toute chose et agir en gardien du collectif. Son âme parle également de cultiver la paix intérieure comme fondement de la paix mondiale. Puis, on parle d'honorer la terre comme un temple vivant, de vivre la spiritualité dans la simplicité, sans dogme, sans séparation ni croyance. Il conclut par une image que la terre est une grande famille et la compassion est le langage qui nous unit. Il ne parle pas de pouvoir, de religion, il parle de cœur, de paix et de responsabilité partagée. Je voulais ramener Napoléon Bonaparte parce que dans les enjeux mondiaux, je voulais avoir un stratège global qui voit loin comme le visionnaire il est. Alors j'en ai profité pour aller le récupérer. Napoléon entre dans la table ronde avec la force d'un architecte du destin. Mais son âme ne parle pas en conquérant. Elle parle en visionnaire, en gardien de la stratégie, en passeur de leçons pour l'humanité. Il nous dit que le pouvoir véritable n'est pas de dominer, mais de comprendre les forces en mouvement. Ce que son âme comprend des enjeux mondiaux, c'est que la stratégie comme art de l'équilibre est importante à considérer. Son âme voit que les crises planétaires sont des champs de bataille invisibles. Économie, climat, santé, culture. Il comprend que la clé n'est pas la conquête, mais l'équilibre des forces, comme la capacité à anticiper et à organiser. Il parle du leadership comme une responsabilité sacrée. Il perçoit que les dirigeants d'aujourd'hui doivent apprendre que le pouvoir n'est pas un privilège, mais une charge vibratoire. Son âme comprend que gouverner, c'est servir la conscience collective et non point l'ego. Il parle de vision à long terme. Napoléon sait que les enjeux mondiaux ne peuvent être résolus par des décisions immédiates. Il comprend que l'humanité doit penser en siècle, en civilisation, en héritage, et non en profit rapide. Il parle de la discipline comme clé de transformation et son âme insiste sur la nécessité de la rigueur intérieure. Les peuples comme les individus doivent apprendre à se discipliner, à se structurer, à agir avec constance pour traverser les bouleversements. Puis la Terre est comme un empire vivant. Il perçoit la planète comme un royaume sacré, non pas à conquérir, mais à protéger. Il comprend que l'humanité doit devenir une armée de gardiens, une fraternité stratégique pour défendre et honorer la vie. Napoléon nous invite à anticiper les crises avec une vision stratégique plutôt que de réagir dans la peur et l'émotion. Il parle de redéfinir le leadership comme un service, pas comme une domination. Le leadership en mission. Il parle de penser en héritage, en transmission pour les générations futures, comme si l'avenir moderne manquait de vision collective fructifiante pour les humains de la Terre. Donc, de cultiver la discipline intérieure pour une force de stabilité dans le chaos, et puis de protéger la Terre comme le plus grand des empires jamais confiés à l'humanité. Puis il conclut par une image que la Terre est un champ de bataille sacré, mais l'ennemi n'est pas l'autre, l'ennemi est l'oubli de qui nous sommes.
Il ne parle pas en quête militaire, mais de vision, de discipline et de responsabilité collective. Puis son âme nous rappelle que la véritable victoire est celle de la conscience sur l'ego. Et c'est ainsi que nous poursuivons avec notre dernier invité de la table ronde. Et j'ai été chercher William Shakespeare. Oui, parce qu'un poète universel qui a compris le monde et ses enjeux. Ben, je voulais avoir son opinion, alors je l'ai invité à se joindre à la table ronde. Il fait son entrée avec la grâce d'un dramaturge éternel. Son âme ne parle pas en vers pour séduire, mais en métaphores vivantes qui révèlent la profondeur des enjeux humains. Il nous dit, le monde entier est un théâtre et nous sommes les acteurs, mais la pièce est sacrée. Et son âme comprend que la vie est comme une pièce sacrée. Donc, il voit les crises comme les guerres, les révolutions, des actes d'une pièce universelle. Chaque événement est une scène qui nous invite à jouer avec plus de conscience, de vérité et de justesse. Elle parle également des rôles et des masques. Shakespeare comprend que l'humanité porte des masques politiques, sociaux, économiques, mais que derrière eux, il y a une âme commune. Les enjeux mondiaux sont des luttes de rôles et la guérison vient quand nous retirons les masques pour révéler notre essence. De la tragédie à la comédie, Shakespeare perçoit que la Terre vit à la fois des tragédies, des souffrances, des injustices et des comédies, des joies et de la créativité. Son âme comprend que les deux sont nécessaires pour l'évolution, parce que la douleur nous enseigne et la joie nous libère. Il parle du langage comme pouvoir. Il voit que les mots façonnent la réalité. Les discours politiques, les récits médiatiques, les poèmes sont des sortilèges vibratoires. L'enjeu est d'utiliser le langage pour guérir et non pour manipuler ou désinformer. Il parle également de l'amour comme fil conducteur, car son âme comprend que derrière toutes les luttes, toutes les pièces et les histoires, il n'y a qu'un seul thème, l'amour. L'amour trahi, l'amour retrouvé, l'amour universel, c'est la clé de la réconciliation mondiale. Dans la dimension d'âme de Shakespeare, on nous invite à voir la vie comme une pièce sacrée où chaque geste est un acte de conscience, de retirer nos masques pour révéler l'authenticité de l'âme humaine, d'accueillir la tragédie comme la comédie, deux faces d'une même évolution, puis d'honorer le langage en l'utilisant pour guérir et unir, puis de reconnaître l'amour comme le fil conducteur de l'histoire humaine. Puis il conclut par une image que la Terre est une scène, mais la pièce n'est pas écrite. C'est à nous de la créer. Alors, chers auditeurs, nous venons de traverser un cercle de voix et de fréquences uniques. Bill Gates nous a parlé de la stratégie de la responsabilité mondiale. Greta nous a rappelé que la voix des générations futures et de l'urgence écologique est bien présente. Robin nous a offert la guérison par la joie et la vulnérabilité. Le Dalai Lama nous a transmis la compassion universelle. Napoléon Bonaparte nous a enseigné la discipline et la vision stratégique. Et William Shakespeare nous a ouvert à la scène sacrée de l'humanité par le langage et l'amour. Chaque âme a déposé un cadeau vibratoire, une clé, une mémoire, une invitation. Ensemble, elles forment une mosaïque de conscience, un tissage où la stratégie rencontre la passion, où la jeunesse dialogue avec l'histoire, où la joie se mêle à la discipline et où l'amour devient le fil conducteur. Cette table ronde n'a pas de fin, mais une ouverture. Elle nous rappelle que les enjeux mondiaux ne sont pas séparés, ils sont reliés comme les voix de nos invités, comme les battements de nos cœurs.
Nous fermons le cercle avec gratitude en bénissant ces hommes pour leur courage d'avoir incarné leur vérité et en bénissant la terre qui nous accueille comme une scène vivante de cette grande pièce. Et maintenant, pour plonger cette vibration, nous ouvrons l'espace sonore avec la première trame musicale de l'émission 133 qui s'élève comme une onde qui relie les mots aux fréquences, les enseignements aux émotions et la table ronde à notre propre voyage intérieur. Pour introduire cette première trame sonore, précisons qu'il s'agit d'un moment culte du film Step Brothers. Dans cette scène, Will Ferrell interprète avec humour et intensité le célébraire Catalina Wine Mixer. Ce passage, devenu iconique, transforme la comédie en véritable performance musicale. Une vibration où la légèreté, le rire et la puissance du chant se rencontrent. En l'accueillant dans notre émission, nous recevons son âme sous une forme ludique et lumineuse, offrant au collectif une médecine de joie et de créativité. Alors, il a 58 ans, car il est né le 16 juillet 1967 à Irvine, en Californie. Acteur, humoriste, scénariste et producteur, il s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la comédie américaine. Fils de Lee Ferrell, musicien du groupe Wrighthouse Brothers, et Betty Kay, enseignante, il a grandi avec un frère cadet, Patrick. Sa carrière explose en 1995 lorsqu'elle rejoint la troupe du Saturday Night Live. Ses imitations de George W. Bush à Saddam Hussein, en passant par Neil Diamond, deviennent cultes et lui valent d'être l'un des piliers du show. Au cinéma, il se fait remarquer dans Austin Powers, puis dans des comédies devenues emblématiques comme Une nuit à Roxbury, Superstar ou encore Zoolander, où son personnage extravagant de Magatu reste gravé dans les mémoires. Ces rôles lui permettent d'installer son humour déjanté et son style unique entre absurdité et satire. Sa carrière est ponctuée de distinctions prestigieuses: le prix James Joyce en 2008, le Mark Twain Prize for American Humor en 2011, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2015 et même un titre de champion de la MLS en 2022 grâce au Los Angeles FC, dont il est copropriétaire. Mais dans sa vie privée, Will est marié depuis l'an 2000 à l'actrice suédoise Viveka Paulin, rencontrée en 1995. Et ensemble, ils ont 3 enfants, Magnus, Mathias et Axel. Au-delà de l'humour, Will est aussi un homme engagé. Il soutient plus de 20 causes et collabore avec de nombreuses organisations caritatives, allant de la lutte contre la pauvreté à la défense des droits humains, à l'éducation et l'environnement. Will est une tête d'affiche comique et une figure incontournable du cinéma américain. Après les années 2000, son départ de Saturday Night Live, Will s'impose comme une véritable star de la comédie. Il enchaîne les succès avec Retour à la fac, Elf, son premier grand triomphe au box-office. Sa complicité avec le réalisateur Adam McKay lui permet de signer des classiques comme Présentateur vedette, La légende de Ron Burgundy, 2004, Ricky Bobby, Roi du circuit, en 2016, et Frangin malgré eux, 2008, qui deviennent des références de l'humour américain. Parallèlement, il explore des rôles plus dramatiques, notamment dans L'incroyable destin de Harold Crick en 2006, qui lui vaut une nomination au Golden Globe, ou Everything Must Go 2010. Il incarne un homme en chute libre. Il prête sa voix également au personnage principal du film d'animation Megamind. Dans les années 2010, on le voit multiplier ses projets. Il est invité dans The Office, une parodie latino avec Casa di mi Padre, satire politique avec Moi député, puis suite et comédies populaires comme Very Bad Dad et Holmes et Watson. Il se retrouve avec des partenaires de toujours
comme John C. Reilly, Mark Wahlberg ou Ben Stiller, considérant et consolidant son image de membre du fameux Frat Pack, ce groupe d'acteurs comiques emblématiques de sa génération. Malgré les critiques parfois mitigées, Farrell reste une figure respectée. Et puis, il est propriétaire du club de football de Los Angeles, le FC. Puis, il y a des apparitions remarquées dans le phénomène mondial de Barbie 2023, qui dépense 1,4 milliard de dollars de recettes. Et Will incarne une comédie à la fois absurde et satirique, comme je vous ai dit tantôt, mais il est capable de passer du rire déjoncté à l'émotion sincère. Son parcours illustre la puissance de l'humour comme miroir de la société et son énergie continue de marquer la culture populaire. Mais il y a un parcours foisonnant entre la comédie et le cinéma d'engagement. Will, figure incontournable de l'humour américain, n'est pas seulement un acteur prolifique, il est aussi un artiste engagé. En 2020, il a publiquement soutenu Bernie Sanders lors des primaires démocrates, confirmant sa volonté de mettre sa notoriété au service de causes sociales et politiques. Bon, sa filmographie est impressionnante. Il a plus de 50 longs métrages, une dizaine de courts, plusieurs doublages et près de 30 séries télévisées. On y retrouve des rôles cultes qui ont marqué la culture populaire. Buddy dans Elf en 2003, qui l'a imposé comme star de la comédie familiale. Ron Burgundy 2004 et 2013 pour le deuxième, qui est une comédie satire hilarante du monde des médias. De Ricky Bobby dans Talladega Nights en 2006, qui est une parodie du sport automobile. C'est dramatique un peu, il devient paralysé à un moment donné. En tout cas, Michaels dans Les Rois du patin en 2007, où il tourne en dérision le patinage artistique. Mais je dois vous avouer, j'ai été tentée de vous mettre la scène finale comme trame sonore, mais j'ai dû choisir, j'avais juste 3 trames. Et puis Brennan Hoff dans Le Frangin, malgré eux, 2008, qui est devenu un classique de l'amour absurde. Puis Megamind, où il prête sa voix au super vilain bleu dans un film d'animation à succès. Puis plus récemment, il s'est illustré dans Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga en 2002, Spirited 2022 avec Ryan Reynolds, et dans le phénomène mondial de Barbie 2023, où il incarne le CEO de Mattel. À la télévision, il reste associé à ses années de gloire de Saturday Night Live, mais aussi à des apparitions remarquées dans The Office, 30 Rocks, Eastbound and Down ou la mini-série dramatique de Shrink Next Door 2021. Mais ce qui frappe son parcours, c'est sa capacité du burlesque au drame, du cinéma grand public aux productions indépendantes et tout en gardant une énergie unique. Farrell est un maître de l'improvisation capable de transformer chaque rôle en performance mémorable. Puis, son engagement caritatif et politique complète son image. Il soutient des causes variées en passant par les droits humains et l'environnement. Bon, deuxième trame sonore nous offre un moment à la fois surprenant et touchant. Will interprète I Will Always Love You, ce classique immortalisé par Whitney Houston. Et dans cette performance, l'humour se mêle à l'émotion, créant une vibration unique où la sincérité du chant traverse la comédie. Et ce passage est à la fois décalé et lumineux, nous rappelle que l'amour, même exprimé dans un contexte ludique, reste une fréquence universelle, capable de toucher le cœur et de faire sourire l'âme. Euh, Au-delà de ses rôles cultes, comme scénariste et producteur, il a coécrit des comédies devenues emblématiques, comme entre autres La sorcière bien-aimée avec Nicole Kidman. Il est aussi à l'origine de nombreux courts-métrages de la plateforme Funny or Die, qui est marqué par l'humour en ligne. Puis comme producteur, il a accompagné plusieurs projets variés, alliant de Hot Rod à Vice, en passant par des séries à succès comme Succession et Dead to Me. Sa capacité à soutenir des créations audacieuses démontre son rôle de bâtisseur dans l'industrie comique et dramatique.
Puis, côté distinction, ben, Farrell a été nommé à de nombreux prix, comme le lauréat Académie Comédie américaine de 2001, nomination au Golden Globe pour The Producer en 2005 et Stranger Than Fiction 2006, lauréat du Mark Twain Prize of American Humour en 2011. Il a reçu également des nominations aux Primetime Emmy Awards, notamment pour Succession, et aux Tony Awards pour son spectacle You're Welcome America, A Final Night with George W. Bush. Puis ce parcours illustre aussi la polyvalence de Will, un acteur comique, scénariste inventif, producteur visionnaire et figure culturelle capable de passer au rire, aux projets plus sérieux, tout en restant profondément ancré dans la pop culture. Donc, il a une énergie sensible tournée vers la famille, l'humour comme protection et la créativité comme refuge. C'est une âme expansive qui cherche à transmettre joie et philosophie par le rire. Il a le charme, la sociabilité et la capacité de jouer des rôles multiples et à refléter les autres comme un miroir comique. C'est une énergie vive, rapide, qui s'exprime par l'improvisation et la parole. Puis il y a une fusion entre la sensibilité et l'exubérance. Il transforme ses émotions en humour et son humour en guérison collective. Puis son chemin de vie est celui du pionnier, du leader, celui qui ouvre la voie. Il incarne l'indépendance, l'originalité et la capacité à se démarquer. Puis dans sa carrière, cela se traduit par son rôle de figure centrale de la comédie américaine, imposant son style unique et créant ses propres projets. Il a une vibration de spiritualité et d'introspection. Derrière l'humour, une profondeur, une quête de sens se trouve dans ses énergies. Sa couleur d'âme, bon, il est orange doré pour exprimer la joie, la créativité, l'énergie solaire qui illumine les autres. Puis son âme est celle d'un guérisseur par le rire qui transforme la lourdeur en légèreté. Elle porte la mission de rappeler que la joie est médecine et que l'humour peut être un langage sacré. Puis dans la tradition spirituelle, la famille d'âmes est un regroupement d'âmes qui partagent une vision, une vibration commune et un rôle dans l'évolution collective. Will appartient à la lignée d'âmes qui utilise l'humour, la créativité et la légèreté comme médecine. Ces âmes transforment les blessures en rire, les tensions en libération et rappellent que les joies sont une fréquence sacrée. Elles incarnent le rôle de bouffon sacré, celui qui ose dire la vérité par le rire, qui déjoue l'illusion et qui ramène l'équilibre par la dérision. Puis, bon, ils ont une mission collective, c'est d'alléger les charges karmiques par le rire, puis ouvrir les cœurs par la spontanéité. Mais le don principal, c'est de transformer la gravité en légèreté et de révéler la beauté cachée derrière l'absurde. Puis l'énergie orange doré, c'est la couleur de la créativité solaire et de la vitalité. Puis, dans sa famille d'âmes, on retrouve des artistes, des poètes, des clowns sacrés, des conteurs. Ses frères et sœurs d'âmes sont ceux qui, à travers l'histoire, ont utilisé le théâtre, le satire ou la comédie pour révéler la vérité et guérir les collectifs. Puis on y retrouve également Molière, Shakespeare, Charlie Chaplin et Robin Williams qui vibrent dans une fréquence proche de la tienne, même s'ils ne sont pas tous des âmes oranges. Et j'ai été voir quelques vies antérieures en lien avec ce qu'il fait et qui il est aujourd'hui. Et j'ai trouvé un bouffon de cour au Moyen Âge, porteur de vérités cachées derrière le rire, utilisant la comédie pour dire ce que les puissants ne voulaient pas entendre. C'est une incarnation où il s'est fait couper la tête, mais quand même, ça n'a pas bloqué son don de l'humour ou de dire les choses. En tout cas, ça l'a transformé à aller plus haut, plus loin, plus fort, plus de lumière. J'ai vu également un moine copiste du 12e siècle, une vie de retrait et de discipline où l'humour était intériorisé, mais où il apprenait la patience et la rigueur. J'ai vu également un explorateur espagnol du 16e siècle. Bon, c'est une énergie de voyage, d'expansion, de curiosité du monde. Cette vie lui a donné le goût de l'aventure
et de l'exagération. Oui, ses retours d'histoire étaient toujours un récit captivant. Il embellissait, il amplifiait, il faisait ce qu'il voulait, personne qui pouvait contester. Puis ses équipiers savaient de l'équipage qui était un très bon conteur, mais que la situation pouvait dévier un petit peu de ce qui s'était passé. Et j'ai vu un acteur de théâtre élisabétain, l'incarnation de l'art dramatique reliant Shakespeare à son contexte actuel d'aujourd'hui. Il apprenait à jouer des rôles multiples et à toucher le public par l'émotion. Puis ses vies intérieures se relient à son ciel d'aujourd'hui. Famille, refuge, expansion, voyage, parole, improvisation. Ça explique pourquoi son humour est à la fois des profondes guérisons, satire sociale et joie universelle. Puis pour la dernière trame de Will, j'ai eu de la difficulté à choisir, comme je vous disais tantôt. Puis j'ai opté pour le classique, A Night at Roxbury. Cette trame est emblématique de son univers comique, où la danse et la musique deviennent un langage de joie et de dérision. Dans cette performance culte, Will incarne l'esprit des années 90 avec une énergie déjantée, transformant une simple chorégraphie en véritable rituel de légèreté. En l'intégrant à l'émission, nous recevons son âme sous la forme la plus festive et universelle, celle qui nous rappelle que parfois il suffit d'un rythme et d'un sourire pour guérir le collectif. D'un plancher de danse, surtout, ça aide. L'âme de Will nous dit: le rire est une clé. Il ouvre les portes de la conscience. Il allège les fardeaux. Il rapproche les cœurs. Dans cette table ronde, j'apporte la médecine de la légèreté, car même au milieu des enjeux graves, l'humanité a besoin de se souvenir que la joie est une force sacrée. Ainsi, son âme nous rappelle que la joie est un langage universel capable de guérir et de relier les voix de la table ronde, celle de Greta à Shakespeare. Puis, dans un espace subtil, mon homme offre à Will une onde de compassion et de noblesse qui enveloppe son énergie solaire et lui rappelle que la joie peut aussi être en profondeur. Cette onde agit comme une lumière pénétrante. Ça a levé quelque chose à son nombril et ça a descendu en lumière, rechargeant son centre vital et rééquilibrant son énergie de compassion. Puis, de création également. Ça a libéré la colère retenue au niveau du plexus solaire, dissolvant les tensions accumulées et les caprices de l'enfant intérieur roi, longtemps emprisonné. Cela a corrigé également la vision de son troisième œil afin qu'il perçoive avec plus de clarté et de discernement. Puis, ça a laissé une énergie qui est passée au niveau de sa clairaudience pour vider, afin qu'il apprenne à absorber par une écoute plus pure et réceptive. Puis, ça dissout des anciennes visions au niveau de ses yeux, libérant des images figées du passé. Puis, ça a ajusté sa fréquence cardiaque également pour harmoniser le rythme de son cœur, entre autres avec la joie universelle. Puis, ça a travaillé sa communication à libérer et à illuminer en lien avec le Père, son Père à lui, et ça va jouer sur ses fonctions de Père qu'il est. Et puis, bon, ça a été un échange. L'âme de Will a offert une étincelle de rire et de spontanéité. Elle vient alléger les responsabilités, illuminer les créations et rappeler que la légèreté est une force sacrée. Puis ce cadeau agit comme une respiration solaire qui se diffuse vers moi et vous, chers auditeurs, apportant un souffle de joie partagée. Et tout cela a un effet collectif, évidemment. Cet échange ne reste pas juste entre nous deux, il s'élargit au cercle des auditeurs et de toutes les âmes en résonance. Chacun reçoit une onde de guérison vibratoire
qui libère ses propres tensions et invite à transformer les fardeaux en lumière. La joie devient une médecine, la compassion une clé et l'écoute un chemin vers l'unité. Cet échange se diffuse vers les auditeurs comme une onde de guérison collective. Chacun reçoit une bénédiction de joie et de compassion, une invitation à transformer ses propres fardeaux en lumière. Et c'est ainsi que j'enchaîne avec la bénédiction parce que Will, que ton rire continue d'être une médecine, que ton âme orangée dorée illumine les générations, rappelant que la joie est sacrée, que tes créations, tes gestes, tes improvisations soient bénis comme des offrandes au collectif, et que ton chemin reste guidé par la lumière de l'amour universel. Que la lumière s'élève autour de toi, Will, comme une étoile qui ne s'éteint jamais. Que ton rire, cette étincelle solaire, continue de traverser les âges et de guérir les cœurs fatigués. Nous bénissons ton chemin, toi qui as choisi l'humour comme langue sacrée et qui as fait du rire une médecine universelle. Nous invoquons la clarté de ton ciel qui t'a donné la sensibilité d'un gardien, une lune expansive qui t'a offert la joie de partager et l'énergie vive qui t'a permis d'improviser, de surprendre, de transformer chaque instant en offrande. Et que ces astres continuent de guider ton pas et que leurs vibrations se déploient comme une constellation protectrice autour de ton âme. Nous bénissons ton chemin de vie qui t'a fait pionnier, leader, éclaireur. Tu as ouvert des voies nouvelles dans la comédie. Tu as montré que l'absurde peut être vérité, que la légèreté peut être profondeur, et que ce chemin reste illuminé par la force de ton indépendance et la noblesse de ton originalité. Que chaque pas que tu poses soit une graine de joie semée dans le cœur des autres. Nous bénissons ta couleur d'âme qui rayonne comme soleil intérieur. Que cette lumière continue de briller, d'illuminer les scènes, les écrans, mais surtout les âmes. Que ton rire soit un feu sacré qui réchauffe les solitudes, qui dissout les colères et qui rappelle à chacun que la joie est une clé. Que ton énergie dorée se répande comme une onde de guérison dans le collectif, transformant des blessures en éclats de lumière. Nous bénissons ta famille terrestre, ta compagne Viveka et tes enfants, que leur lien soit un socle, un refuge, une source d'inspiration. Que ton rôle de père soit honoré comme une mission sacrée et que ta lignée porte la mémoire de ton rire comme un héritage vivant. Nous bénissons ta famille d'âmes, ces guérisseurs joyeux qui, à travers les âges, ont utilisé le théâtre, la satire et la comédie pour révéler la vérité. Que tu continues de marcher aux côtés de ces frères et sœurs invisibles et que ton rire rejoigne celui des bouffons sacrés, des poètes, des clowns divins qui ont toujours su transformer la gravité en légèreté. Nous bénissons tes vies antérieures où tu fus bouffon de cour, moine copiste, explorateur, acteur élisabéthain. Que ces mémoires se fondent dans ton présent, t'offrant la sagesse de la patience, la curiosité, de l'aventure et la puissance de l'art dramatique. Que ton âme continue d'unir ses héritages pour servir la guérison collective. Enfin, nous bénissons ton cœur, que la colère se dissolve, que le stress s'y libère et que la fréquence de ton battement s'harmonise avec celle de l'univers. Que ton rire soit un chant sacré, que ta voix soit une prière, que ton énergie soit une bénédiction pour ceux qui croisent ton chemin. Que ta joie soit ton manteau, Will, que ta lumière soit ton héritage, que ton âme soit honorée, bénie, célébrée, aujourd'hui et pour toujours. Voilà, Will, merci. Ben, il est beau, il est spectaculaire, il est charmant. Oui, je suis surprise de la profondeur qu'il nous a démontrée aujourd'hui et de son accessibilité. Il va répondre vite. C'est une âme avec qui je vais échanger plus souvent. Voilà ma conclusion.
Deuxième invité. Donc, on y va avec la première trame sonore, tiens, pour bien séparer le tout. Colin Farrell nous transporte dans un univers du film Crazy Heart. Dans cette performance, il révèle une facette plus intime et authentique de son art, celle du chant. Ici, la voix n'est pas seulement une interprétation musicale, mais une fréquence de vérité, une manière de partager la vulnérabilité et la profondeur de l'âme. Cette trame nous rappelle que derrière l'acteur se cache un être sensible, capable de transmettre par la musique une émotion brute, une sincérité qui touche directement le cœur du collectif. Avec ses 5 pieds 10, Colin est né le 31 mai en 1976 à Castleknock, une banlieue résidentielle de Dublin. Il est le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants, Emma, Emma Claudine, Catherine et lui. Son père, Eamon Farrell, fut footballeur pour les Shamrock Rovers dans les années 1960, avant de tenir un restaurant puis un magasin diététique. Puis sa mère, Rita Farrell, a accompagné cette vie familiale enracinée dans la simplicité irlandaise. Puis dans sa vie privée, Colin est père de 2 garçons, James Padraig, 2003, atteint du rare syndrome d'Engelmann, qui a inspiré la création de sa fondation. Il y a eu également Henry Taddeus, 2009, né de sa relation avec l'actrice Alicia Becgleda Curious. Je suis désolée. Sa fortune est estimée à 245 millions d'euros. C'est fruit de ses rôles au cinéma, à la télévision et ses engagements dans des productions internationales. Il est un acteur engagé qui soutient de nombreuses organisations caritatives comme l'UNICEF, les Spéciales olympiques, Children's Hospital Los Angeles, World Food Program, The Trevor Project, Gleason, Elizabeth Taylor Aid Foundation. Puis il a créé la fondation de Colin Farrell en l'honneur de son fils James pour soutenir les enfants et adultes atteints de déficiences intellectuelles par l'éducation, l'innovation et la défense des droits. Ses causes principales incluent la lutte contre le VIH ou le sida, le soutien aux enfants défavorisés, la défense des droits humains et civils, la lutte contre la pauvreté et la faim, le soutien aux personnes LGBT et la sensibilisation aux défis mondiaux et physiques. Colin a reçu plusieurs reconnaissances internationales impressionnantes, comme un Golden Globe du meilleur acteur pour A Burge en 2009 et les Banshees d'Inisherin 2023. La coupe Volpi du meilleur acteur au Festival de Venise 2022 pour les Banshees d'Inisherin. Screen Actor Guild Award 2025 pour Le Pingouin. Critic Choice Super Award du meilleur acteur dans un film de super-héros de Batman 2023. Un Golden Globe et Emmy nomination pour son rôle métamorphosé du pingouin dans la série de Penguin 2024-2025. Cette distinction confirme son statut d'acteur majeur capable de briller aussi bien dans le cinéma d'acteur que dans les grandes productions hollywoodiennes. Le gros de ses œuvres, il a construit une filmographie riche et variée. Tigerland 2020, Révélation critique. Minority Report 2022, face à Tom Cruise sous la direction de Steven Spielberg. Phone Game 2023, rôle intense qui le place au centre de l'écran. SWAT 2003, La Recrue 2003, action hollywoodienne. Il a joué dans Alexandre 2004, rôle ambitieux sous la direction d'Oliver Stone. Le Nouveau Monde 2005, fresque historique de Terrence Malick. Miami Vice 2006. A Burge 2008, comédie noire culte Golden Globe. Odin 2010, retour en Irlande avec Neil Jordan. The Lobster 2015, prix du jury à Cannes. Les Animaux fantastiques 2016, univers Harry Potter.
Mise à mort du Justère sacré 2017, Les Proies 2017 avec Nicole Kidman à Cannes. Les Veuves 2018, Dumbo 2019, The Gentleman 2019, Batman 2022. Il y a eu le rôle du pingouin avec une métamorphose saluée. Bon, les Banshees d'Inisherin 2022, qui est considéré comme un chef-d'œuvre récompensé à Venise et aux Golden Globes. Puis, en résumé, Colin est un acteur irlandais qui a traversé les excès et les épreuves pour devenir une figure respectée du cinéma mondial. Sa fortune, ses engagements humanitaires, ses prix prestigieux et ses rôles marquants témoignent d'une trajectoire où l'ombre et la lumière se rencontrent et où l'art devient une voie de guérison et de vérité. La deuxième trame sonore nous offre un moment d'une grande authenticité. Colin interprète de Weary Kane seul, en s'accompagnant de sa guitare. Dans cette performance intimiste, la simplicité devient puissance. Chaque accord résonne comme une confession, chaque mot comme une vérité partagée. Ici, l'âme de Colin se dévoile sans artifice, dans une vibration brute et sincère qui touche directement le cœur. C'est une offrande musicale où la vulnérabilité se transforme en force et où la fatigue du monde devient poésie et guérison. C'est alors que l'âme de Colin nous transmet un message. Elle nous dit: Je suis une âme qui a choisi l'incarnation dans la densité pour apprendre à transformer les excès en sagesse. J'ai connu les ombres, les dérives, les illusions de la gloire et les pièges de la matière. Mais derrière ces expériences, mon essence est celle d'un chercheur de vérité. Je porte la vibration du bleu profond argenté, celle qui plonge dans les abscisses pour en ramener des perles de lumière. Mon chemin est celui de l'acceptation de la vulnérabilité. Je montre que les cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais des portes vers la guérison. Je suis venu pour incarner les contrastes, pour révéler que l'ombre et la lumière coexistent et que l'art peut être un pont entre les deux. Mon rire est discret, ma douleur est parfois visible, mais mon offrande est sincère. Je suis un miroir et dans ce miroir, je vous invite à voir votre propre humanité. C'est alors que mon âme lui a transmis un soin vibratoire comme un cadeau spirituel. Une onde de compassion dorée qui descend dans son plexus solaire, dissolvant les colères anciennes et les tensions accumulées. La lumière pénètre également au niveau de sa cage thoracique pour recharger son centre vital et libérer l'enfant intérieur. Puis, on a également ajusté au niveau de sa gorge et de son cœur pour améliorer sa vision intérieure basée sur la compassion, afin qu'il puisse recevoir et percevoir avec plus de clarté et moins de confusion. On a travaillé également des anciennes images de souffrance et de désillusion qu'on a été capable de désancrer au niveau de son inconscient. Puis également, on a travaillé au niveau de son clair toucher pour qu'il apprenne à ressentir par la lumière afin qu'il puisse apprendre à écouter avec une compassion plus pure afin d'absorber la vérité sans distorsion égotique. Puis son cœur s'est harmonisé à l'énergie du rose christique pour augmenter la fluidité dans son canal, puis améliorer le sens de ses perfections, améliorer le sens pour lui amener une précision dans ses interprétations de rôle. Puis également, on a réussi à harmoniser une fréquence bleue christique pour améliorer sa connexion avec la Terre, pour avoir une respiration nouvelle, plus douce et plus libre dans son sens artistique. Puis en retour, il nous offre une onde argentée de vulnérabilité transformée en force, qui vient alléger nos responsabilités en nous rappelant que la fragilité peut être une porte vers la grandeur. Et cette étincelle de vérité, c'est pour éclairer les créations et les transmissions. C'est une onde de guérison qui nous invite à reconnaître ses propres blessures et les transformer en lumière.
Et c'est alors que je le bénis, afin que la lumière s'élève autour de lui, Colin, comme une mer argentée qui reflète les étoiles. Que son âme bleue profonde puisse continuer de plonger dans les abysses pour y ramener des trésors de vérité. Nous bénissons son chemin, lui qui a choisi de traverser les excès, les illusions et les blessures pour en faire une offrande au monde. Que ces cicatrices soient honorées comme des emblèmes sacrés, car elles ne sont pas des faiblesses, mais des portes qui mènent à la guérison. Elle raconte l'histoire d'un homme qui a connu la densité, mais qui a su transformer ses ombres en or. Que chaque rôle qu'il incarne soit une prière vivante, une invitation à voir la beauté dans la fragilité et la grandeur dans la vulnérabilité. Béni soit son cœur qui bat au rythme de ses enfants, que James et Henry soient entourés de lumière et que leur chemin soit protégé, que leur présence continue d'inspirer son engagement et sa fondation, que son rôle de père soit reconnu comme une mission sacrée et que sa lignée porte la mémoire de son courage. Nous bénissons sa voix qui a su traverser les excès pour devenir une voix de vérité. Que les mots, les silences et les regards soient des offrandes au collectif et que son rire soit une étincelle de guérison. Que sa douleur soit transformée comme une source de compassion pour ceux qui souffrent également. Et je bénis son art qu'il incarne avec les contrastes. Que ses rôles sombres soient des miroirs qui révèlent les ombres et que ses rôles lumineux soient des phares qui guident vers la joie. Que son talent soit honoré comme une médecine et que ses films soient des ponts entre les mondes. Nous bénissons son âme qui appartient à la famille des guerriers sensibles. Que sa mission continue d'être celle de transformer les blessures en vérité, les excès en sagesse, les fragilités en force. Qu'il soit entouré de ses frères et sœurs d'âme, ses passeurs qui incarnent la résilience par la guérison. Puis enfin, nous bénissons son chemin, que la lumière argentée continue de l'accompagner et que la paix s'installe dans son cœur, la joie dans son manteau et que son âme soit honorée, bénie, célébrée aujourd'hui et pour toujours. Poursuivons avec la troisième trame sonore de Colin qui nous transporte dans l'univers de Miami Vice, le film, lors de sa scène où il danse à Cuba. Ici, la musique est mouvement et langage, car la danse exprime une liberté brute, une immersion dans le rythme et la chaleur de la nuit. Ce moment cinématographique révèle une autre facette de son âme, celle qui se laisse porter par le corps et le collectif, où la sensualité et la spontanéité deviennent offrandes vibratoires. C'est une célébration de la vie, un lien humain et la puissance de la musique comme pont universel. Ou si vous êtes amateur de salsa aussi, ça peut vous intéresser. Alors, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre rencontre vibratoire avec les âmes de Will Ferrell et de Colin Farrell. Nous avons exploré leur parcours, leur énergie et leur message et partagé ensemble des soins, des bénédictions qui élèvent notre conscience collective. Nous exprimons une profonde gratitude pour l'aide précieuse du Focus Group 1 et 2 qui ont contribué à enrichir cette émission et à soutenir la vibration que nous transmettons. Merci également à vous, auditeurs fidèles, pour votre écoute, votre ouverture et partage. Nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à venir aimer notre page Facebook, notre chaîne YouTube de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités et qui sait, partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Et nous vous adressons un gros merci pour votre participation qui permet à cette œuvre de lumière de rayonner encore davantage. La semaine prochaine, dans l'émission 134, nous tiendrons une table ronde céleste pour les enjeux mondiaux avec l'âme de Louis XIV et Jean Talon. Nous aurons aussi le privilège d'échanger avec les âmes de Chris O'Donnell et LL Cool J pour prolonger la vibration initiée d'NCIS avec Mark Harmon lors de l'émission 131. Je vous souhaite sincèrement de passer la plus belle des semaines de votre vie dans la joie, l'allégresse, l'amour, le partage, l'abandon à votre mission de vie et à la création de votre cœur, de votre âme et de votre destinée à accomplir.
Je vous aime. Soyez bénis. Namasté. Au plaisir.